Bonjour à tous. Comme vous l'a dit Anne-Paul Jiménez, donc je travaille dans le service de génétique de l'hôpital Pompidou et on m'a invité ce matin à vous parler de notre démarche en laboratoire diagnostique pour interpréter et classer une variation génétique identifiée. Donc, bien sûr, dans le contexte de la matinée, deux mots, mais ça sera développé par la suite, sur le plan France Médecine Génomique. Donc, ce plan va nous permettre d'avoir accès, dans le cadre du diagnostic et du soin des patients, à des plateformes de séquençage haut débit. Et parmi les examens et les analyses proposées sur les deux plateformes en place actuellement, nous allons avoir donc accès au séquençage du génome entier des patients, qui permettent de voir à la fois des mutations ponctuelles, mais également des anomalies de structure et des anomalies de nombre de copies. Également accès, dans certains cas, au séquençage de l'exome, donc qui représente à peu près 1% du génome entier. Là encore, avec possibilité d'identifier des mutations ponctuelles, des petites délétions-insertions, des anomalies du nombre de copies. Et dans certains cas également, le RNA sequencing qui est tout à fait complémentaire en nous donnant des informations sur les anomalies d'épissage et les gènes de fusion. Ces analyses qui seront donc disponibles via les plateformes du plan France Médecine Génomique viendront en complément de ce qu'on fait en routine au laboratoire diagnostique, qui sont les panels de gènes. Donc, on analyse dans un seul panel un nombre limité de gènes impliqués dans une pathologie, en général inférieure à 500 gènes. Et ça, c'est ce qu'on fait en routine. Donc, ça vous sera développé aussi après. Pour le démarrage de ce plan, ont été définies des pré-indications et certaines d'entre elles nous intéressent plus particulièrement ce matin. Donc, les pré-indications dans le cadre de Firando, deux pré-indications qui seront discutées dans les réunions multidisciplinaires de concertation pluridisciplinaire de Firando, mais également des indications, des pré-indications cancer. L'une d'entre elles concerne les patients qui ont des formes familiales de cancer clairement, a priori clairement établies, mais sans gène identifié, ou bien des cas sporadiques, mais chez des patients très jeunes. Ces deux pré-indications sont discutées d'ores et déjà dans le cadre de RCP du groupe génétique et cancer. Et dans ces indications-là, il y aura la possibilité de proposer aux patients du séquençage du génome, généralement en trio, à savoir séquençage du génome du patient et de ses parents, ou bien de plusieurs cas index atteints. Ça peut aller jusqu'à 4 personnes actuellement. Dans un autre contexte cancer, il y a une pré-indication à visée théranostique chez des patients jeunes qui ont une pathologie maligne, réfractaire, ou bien dans le cadre d'échappement thérapeutique. Et là, il est proposé un séquençage de l'exome et du RNA sequencing sur les tumeurs congelées, permettant de chercher des cibles thérapeutiques. Ces indications vont être discutées dans le cadre d'une RCP qui se met en place, une RCP cancer, et qui existe déjà dans plusieurs endroits en France, et notamment à la PHP, où on a tous les 15 jours une RCP moléculaire pour discuter de ces cas. Le circuit va être le suivant. Chez des patients ou des familles qui vont entrer dans le champ de la préindication, après s'être assurés qu'ils ne sont pas porteurs de mutations sur les gènes majeurs de prédisposition par les panels de gènes effectués dans les laboratoires de génétique de routine, la validation des cas sera faite en RCP. Et une fois ces validations faites, les patients seront vus en consultation de génétique dédiée, avec la signature d'un consentement spécifique au plan France Médecine Génomique. Les prélèvements sanguins seront effectués à ce moment-là et envoyés aux plateformes de séquençage Oragen ou Sequoia. Après analyse, seront fournis les résultats de ce séquençage et qui devront être interprétés, notamment par des biologistes interprétateurs qui font bien sûr partie des laboratoires de génétique diagnostique actuels. Alors,
vous voyez tout de suite l'enjeu que vous a rappelé Anne-Paul tout à l'heure, c'est parmi une liste de variants, lequel va être responsable de la maladie de votre patient, ou éventuellement de dire qu'on ne trouve pas la variation, la mutation responsable. Pour vous montrer un petit peu ce qu'on fait au quotidien au laboratoire, je vais prendre l'exemple de variations identifiées dans le cadre de panels de gènes qu'on effectue à l'hôpital Pompidou pour les patients atteints de phéochromocytome et paragangliome. Donc, comme vous le savez certainement, et si ce n'est pas le cas, peu importe, il y a énormément de gènes de prédisposition au phéochromocytome et paragangliome, plus de 20 gènes actuellement identifiés, et on a à peu près un gène nouveau chaque année. Devant l'avènement du NGS et de l'analyse par panel, ont été établies des recommandations internationales que nous avons publiées en 2016, impliquant 18 experts de 8 pays différents, afin de poser les bases et les bonnes pratiques de comment interpréter ces panels de gènes. Tout d'abord a été établie la liste des gènes mis en évidence comme étant impliqués dans ces pathologies et l'établissement d'un set minimal de gènes, les gènes les plus fréquemment impliqués, que tout laboratoire qui analyse ces patients doit séquencer et pouvoir être en mesure d'interpréter. En France, nous sommes 6 laboratoires à effectuer ce test, donc chacun analyse le panel minimum, mais également d'autres gènes en fonction des choix de panel où on peut avoir plusieurs pathologies, par exemple, sur un seul panel, ou des expertises de chacun. Concernant notre laboratoire, nous avons un panel de gènes dédié comprenant 30 gènes impliqués dans les phéochromocytomes et paragangliome, 21 gènes au niveau constitutionnel, donc avec hérédité démontrée, et 9 autres gènes connus pour être impliqués au niveau somatique. Voici le type de résultats qu'on peut obtenir. Donc après analyse du gène sur séquenceur haut débit, on a des listes de variants comme ça, avec leur fréquence, la position des variations, s'ils sont hétérozygotes ou homozygotes, etc. Vous le savez, parmi un génome entier, 3 milliards de paires de bases, il existe, quand on compare le résultat d'un génome à un génome de référence, environ 3 à 4 millions de variants différents. La plupart sont ce qu'on appelle des polymorphismes fréquents, généralement supérieurs à 5% dans la population, mais il existe également un nombre important de polymorphismes, c'est-à-dire des variations non fonctionnelles mais qui sont rares, voire privées, spécifiques d'un patient ou d'une famille, mais également des variants, environ 20 000, dans les régions exoniques des gènes, et parmi eux, environ 300 prédits perte de fonction. Tout l'enjeu est donc, et notre challenge au quotidien, de savoir si une variation identifiée est pathogène ou bien est un polymorphisme. Depuis 2008, des recommandations suivies par tous maintenant nous amènent à classer chaque variation identifiée dans l'une de ces 5 classes. Donc, nous avons une classe 1 qui concerne les variants non pathogènes, clairement non pathogènes, avec établi une probabilité d'être pathogène inférieure à 0,1%, des variants de classe 2 qu'on considère probablement non pathogènes, des variants de classe 4 probablement pathogènes et des variants de classe 5 clairement pathogènes. Au milieu de tout ça, il existe cette classe 3 que vous avez pour certains vu parfois sur vos rendus de résultats, qu'on appelle les variants de signification inconnue et qui sont ceux qui nous posent bien sûr le plus de problèmes. L'enjeu clinique est celui-ci. Les recommandations disent que pour ces variants probablement pathogènes ou clairement pathogènes, on peut offrir un dépistage présymptomatique aux apparentés du premier degré, alors que ce n'est pas le cas pour les autres. C'est peu lisible, mais peu importe. Depuis 2015, des recommandations ont été établies par l'American College of Medical Genetics, qui ont été adaptées en France par l'Association nationale des praticiens de génétique moléculaire, qui regroupent des critères pour la classification de ces variants. Donc, vous avez pour chaque variant des données structurelles, des données épidémiologiques, des données fonctionnelles, etc. Et pour chacun,
ont été établis des critères qui sont soit en faveur du caractère bénin de la variation, soit en faveur de son caractère pathogène, avec différents degrés, comme vous le voyez ici. Et c'est la combinaison de ces différents facteurs, donc pour l'un clairement pathogène, et puis un autre facteur, une autre donnée qui dira potentiellement bénin par exemple, la combinaison de ces critères va nous permettre de classer les variants dans l'une des 5 classes. Sans rentrer dans les détails, sur quels critères on se base, principalement le type de variation, bien sûr, notamment pour les maladies à transmission autosomique dominante impliquant des gènes suppresseurs de tumeurs, la présence d'une variation tronquante, donc entraînant l'apparition d'un codon stop prématuré, par exemple, va être bien sûr en faveur de la pathogénicité. On regarde quotidiennement la fréquence du variant identifié dans des databases de population, et notamment une database qui s'appelle GNOMAD, qui recense toutes les données publiques de séquençage d'exomes et de séquençage de génomes dans des populations qui sont pour la plupart connues pour ne pas être atteintes de maladies. On a également recours à des databases qui sont spécifiques de gènes ou de maladies. On vérifie si le variant a déjà été décrit dans la littérature, quels sont les arguments qui ont été donnés, quelles sont les prédictions bioinformatiques. Donc c'est valable beaucoup pour les variations faux sens et les variations d'épissage. On peut être amené à faire des analyses de co-ségrégation dans les familles et bien sûr, en partenariat avec les laboratoires de recherche partenaires, des analyses fonctionnelles permettant de définir les conséquences d'une anomalie. L'objectif final, bien sûr, au laboratoire, c'est de pouvoir dire est-ce que cette variation est responsable de votre maladie et est-ce qu'on peut la rechercher chez vos apparentés pour faire du diagnostic présymptomatique. Voici à quoi ressemblent ces données, par exemple, en population dite générale, donc de la database GNOMAD. On voit ici que pour un variant du gène SDHB, le nombre de fois où il a été identifié par séquençage de génome ou d'exome dans différents types de populations. Et au total, nous avons ce variant qui est défini, qui est retrouvé dans plus de 1% de la population générale, ce qui est un argument en faveur de son caractère non pathogène. Les databases de gènes, je vous présente ici celle qui concerne le gène SDHB, qui est un des gènes majeurs de prédisposition au phéochromocytome et paragangliome, où sont listées des variations identifiées avec leur fréquence, dans quelles sont les données in silico, quelles sont les publications de référence, etc. En particulier, pour ce gène, notre laboratoire a fait un énorme travail de recensement des variations de ce gène à travers les laboratoires internationaux qui l'étudient. Dans 5 pays différents, nous avons fait le recensement de ces variations identifiées sur ce gène. Près de 700 ont été identifiées, dont plus de 200 différentes. Pour chacune de ces variations, nous avons demandé au laboratoire les informations cliniques des patients chez lesquels elles avaient été retrouvées, quelles sont les prédictions in silico, les natures des variations, les données fonctionnelles ou tumorales éventuellement disponibles et d'autres analyses possibles. Nous avons classé ces 218 variations selon les critères de l'American College of Medical Genetics et on voit que, se basant sur ces critères, la moitié de ces variations sont considérées comme étant de signification inconnue. Nous les avons également classées selon des critères adaptés à la maladie phéochromocytome et paragangliome. Là, on tombe à environ un tiers de variations de signification inconnue. Et pour toutes les variations, soit qui avaient une classification discordante entre les deux, ou bien qui restaient dans les 2 cas de signification inconnue, nous avons revu manuellement chaque variation et des avis de 6 experts internationaux ont été demandés en fonction des données propres qu'ils avaient, des données additionnelles qu'ils pouvaient fournir pour savoir si nous pouvions ou non classer ces variations dans une autre classe que cette classe qu'on n'aime pas beaucoup de variants de signification inconnue.
Nous avons également, dans les recommandations internationales, listé tout un tas de tests additionnels et fonctionnels qui peuvent aider à l'interprétation des variations. Ce que nous réalisons, nous, en routine au laboratoire, c'est une recherche d'anomalies de l'ADN complémentaire permettant d'interpréter des variations synonymes ou d'épissages. Donc ça se fait assez facilement sur un prélèvement particulier qui se fait sur un tube particulier appelé PAXGène. Pardon. Nous réalisons également des recherches de perte d'hétérozygosie lorsque les variations touchent des gènes suppresseurs de tumeurs, et donc on recherche ça sur l'ADN tumoral. Nous faisons également en collaboration avec les services d'anatomopathologie qui ont les outils disponibles des immunohistochimies de différentes protéines, et également pour les anomalies des gènes SDH, nous pouvons avoir recours à une mesure d'activité enzymatique de la succinate déshydrogénase qui est abolie dans tous les cas de mutation sur un gène SDH quel qu'il soit. Les comptes rendus médicaux sont extrêmement importants, c'est ce qui revient dans les mains des prescripteurs et des patients, et il est convenu que les variants dits bénins ou probablement bénins ne doivent pas être rapportés sur ces comptes rendus pour ne pas apporter de la confusion dans les interprétations. Les variations de signification inconnue vont être rapportées sur les comptes rendus seulement s'il y a un intérêt clinique potentiel, et l'interprétation des résultats doit être justifiée. Il n'est pas question de noter seulement une variation et sans apporter d'arguments supplémentaires. Nous sommes tenus de préciser la responsabilité du variant identifié dans le développement de la maladie, d'éclairer les éléments de preuve qui sont en faveur ou non de la pathogénicité de ce variant. Si des analyses additionnelles peuvent être réalisées, quelles sont-elles et quels sont les échantillons nécessaires à ces analyses? Donc on revient régulièrement vers les prescripteurs pour demander notamment du tissu tumoral pour faire des immunohistochimies ou des séquençages d'ADN tumoral. Et bien sûr, si un dépistage familial peut être proposé. Pour illustrer cette pratique du quotidien, j'ai choisi 3 cas qui vous montreront l'importance d'aller le plus loin possible pour cette interprétation. Le premier cas clinique, c'est un patient atteint d'un syndrome de Kernes-Stratakis qui a développé à l'âge de 55 ans un paragangliome médiastinal et une gyste. Donc les examens biologiques montraient une sécrétion de normétanéphrine et l'interrogatoire ne montrait aucun antécédent familial. Chez ce patient, le séquençage par NGS du panel de gènes de prédisposition nous a permis de mettre en évidence une variation hétérozygote intronique du gène SDHA. Il s'agissait d'une délétion de quelques paires de bases qui n'était recensée nulle part dans aucune base de données et qui, en l'état, était dit de signification inconnue. Nous avons donc fait une demande de tissu tumoral auprès du prescripteur et avons réalisé les immunohistochimies SDHB qui s'avèrent ici négatives. On a une perte d'expression de la protéine SDHB qui se voit lorsqu'on a une mutation sur l'un des gènes SDH, quel qu'il soit. Donc c'était en faveur d'une mutation SDH. L'immunohistochimie négative SDHA est-elle très spécifique d'une mutation sur le gène SDHA? Donc, ces 2 examens étaient en faveur de la présence d'une mutation SDHA. Nous avons ensuite réalisé l'analyse de l'ADN complémentaire du gène SDHA chez ce patient et avons mis en évidence un allèle muté avec une anomalie de l'épissage qui entraînait la délétion de l'exon 7. Le séquençage NGS des ADN tumoraux extraits du paragangliome et de la gyste ont permis de bien mettre en évidence la présence de cette variation associée à une perte d'hétérozygosie de l'allèle normal contralatéral. Donc finalement, chez ce patient, avec l'identification d'un variant de signification inconnue SDHA constitutionnel, nous avons pu mettre en évidence d'une part la perte d'hétérozygosie dans les 2 prélèvements tumoraux et une immunohistochimie SDHA négative. Ces 2 analyses ont permis de classer le variant comme étant pathogène et donc un dépistage présymptomatique a pu être proposé.
Cas suivant, un homme de 54 ans diagnostiqué avec un phéochromocytome bilatéral dont l'histoire familiale montrait une cousine germaine également opérée de 2 phéochromocytomes, l'un à gauche en 2000 et l'autre à droite en 2015. De manière surprenante, l'analyse par NGS de son ADN constitutionnel a montré 2 variations de signification inconnues sur 2 gènes différents. Le gène MAX, une variation intronique, et le gène TMEM127, une variation faux sens. Comme il est bien sûr a priori extrêmement rare d'avoir 2 mutations causales sur 2 gènes différents dans une maladie aussi rare, il s'agissait de déterminer lequel était responsable. Le séquençage de l'ADN tumoral a permis de mettre en évidence la présence des 2 variations, celle du gène MAX associée à une perte d'hétérozygosie, alors que celle du gène TMEM127 n'était pas associée à une perte d'hétérozygosie. Et par ailleurs, l'immunohistochimie a montré une perte d'expression de la protéine MAX sur les phéochromocytomes du patient. Donc finalement, nous avons recherché de manière ciblée ces 2 variations chez sa cousine germaine et avons retrouvé seulement la variation du gène MAX. Donc finalement, l'ensemble de ces analyses nous ont permis de conclure à la responsabilité de la variation du gène MAX dans la pathologie de cette famille et proposer un dépistage familial, alors que la variation du gène TMEM127 reste, avec les données que nous avons, de signification inconnue et ne justifie en aucun cas de la rechercher dans la famille. Ce dernier cas d'une femme avec paragangliome carotidien à l'âge de 43 ans sans antécédents familiaux, l'analyse du panel de gènes a montré une variation de signification inconnue du gène SDHB, cette fois-ci, qui était une variation synonyme. C'est-à-dire qu'elle n'entraînait pas de modification de la séquence protéique. Cette variation est retrouvée en population générale, mais avec une fréquence très faible, 13 cas sur près de 280 000, donc on est largement en deçà de 1%. Et les prédictions in silico n'étaient pas en faveur d'un impact de l'épissage de cette variation. Même chose, demande de tissu tumoral. Et l'immunohistochimie a montré une perte d'expression de la protéine SDHB, ce qui était donc en faveur d'une anomalie sur l'un des gènes SDH. Et nous avons été, bien sûr, tentés de se dire que c'était bien cette variation qui était responsable de la maladie. Mais surprise, le séquençage de l'ADN tumoral par NGS a montré d'une part l'absence de perte d'hétérozygosie au locus SDHB, mais la présence d'une mutation, celle-ci clairement pathogène, au niveau du gène SDHD, qui était bien connu. Donc, en conclusion, chez cette patiente, la variation responsable de la maladie est bien la variation du gène SDHD, qui est une variation pathogène, mais retrouvée seulement au niveau somatique. On a bien sûr vérifié son absence au niveau constitutionnel. Donc, c'est une variation, une mutation somatique, donc qui ne nécessite pas un dépistage familial présymptomatique. Et bien sûr, le dépistage familial ne sera pas mené sur la variation du gène SDHB, qui a été classée comme probablement non pathogène. Donc, j'espère que ces 3 cas vous auront convaincu de l'importance de la classification d'une variation dans l'une des 4 classes 1, 2, 4 ou 5 de la classification actuelle. C'est un enjeu majeur à la fois pour le suivi du patient et ses risques de récidive, mais également pour le dépistage de ses apparentés. Il s'agit d'un travail fastidieux qui peut parfois prendre plusieurs mois, ce qui nous oblige à courir après les tissus, à faire des analyses supplémentaires, mais qui, je le crois, en vaut la peine. Et actuellement, ce travail n'est pas valorisé. On est souvent sollicité par des collègues sur l'interprétation de variations de tel ou tel gène. Et c'est vrai que le travail fourni n'a pas de valorisation actuellement. Dans le cadre du plan France Médecine Génomique, on a beaucoup d'inconnus. Combien de variations de ce type allons-nous trouver chez un patient ? Nous aurons bien sûr besoin de recourir aux experts et aux expertises de chacun pour l'interprétation. Il est compliqué de faire la bibliographie, etc., sur tous les gènes pouvant être impliqués. Et bien sûr, en dehors des gènes déjà connus pour être impliqués dans les pathologies, nous allons nous confronter à l'identification de variations sur des gènes non connus. Et là, ce sera vraiment compliqué.
Cela nécessitera, on en est certain, l'obligation de développer des outils fonctionnels en collaboration avec les laboratoires de recherche, soit utiliser des outils fonctionnels déjà existants, voire d'en créer parfois pour une variation donnée, faire un gros travail juste pour cette variation. Voilà, donc merci pour votre attention, j'ai été un peu longue, excusez-moi. Mais...